Salut à tous, c'est Arthur, j'espère que tout va pour le mieux pour vous. On déroge pas aux bonnes habitudes, je vais une nouvelle fois commencer ce quatrième numéro déjà du podcast pour vous remercier. Je reçois à chaque fois de nombreux messages de soutien et sachez que ça me laisse vraiment pas insensible. J'en profite également d'ailleurs pour dire merci à rookierepublic.fr. C'est une super boutique de maillots vintage qui supporte avec fidélité les NBA Stories. Donc si vous n'avez pas encore fait vos emplettes de Noël, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Alors pour finir, je vous rappelle simplement que le podcast est aussi disponible maintenant à l'écoute sur Spotify. Comme je l'avais dit la dernière fois, même si vous l'écoutez sur Spotify, ce serait quand même bien sympa de votre part d'aussi lancer la vidéo sur YouTube pour nous soutenir, permettre au référencement de futurs numéros. Et puis d'ailleurs, ça vous permettra aussi de pouvoir débattre avec nous en commentaire. Alors vous connaissez les règles du jeu, mettez de côté vos problèmes du quotidien, installez-vous confortablement et aujourd'hui laissez-moi vous présenter quelqu'un. A tout de suite. Salut à tous, je suis de retour avec un invité prestigieux, Rémi Reverchon. Salut Rémi. Salut, comment ça va? Super, merci. Écoute, je te remercie d'avoir justement accepté de participer à ce podcast. Je rappelle aux auditeurs que tu viens de sortir un ouvrage, Road Trip NBA, aux éditions Amphora, où tu nous fais voyager à travers les 28 villes qui font le basket américain. Et je suis vraiment particulièrement heureux de pouvoir discuter avec toi, parce que justement, la particularité des NBA Stories, c'est que c'est un mélange entre le basket et la culture US, ce qui correspond parfaitement à ton livre. Est-ce que tu pourrais commencer par nous raconter comment toi, tu es tombé dans la marmite du basketball étant plus jeune et comment ta passion pour les États-Unis s'est développée? Eh ben écoute, ouais, bien sûr, moi je suis arrivé dans le basket un petit peu tard. Bizarrement, je suis arrivé dedans à l'âge de 13 ans environ, parce que j'avais un pote quand j'étais au collège qui était super fort au basket, qui s'appelle Nicolas Comte. J'habitais à Béziers dans le sud de la France. Lui, il était au centre de formation à Montpellier, il était super fort, donc tout le monde parlait un peu de lui, etc. Et ça m'a donné envie de m'y intéresser. J'ai commencé à suivre un petit peu avec lui, et lui, il était dingue de NBA. C'est-à-dire que à l'époque, il achetait tous les magazines, les 5 majeurs, les mondial basket, etc. Il avait toujours au pied la dernière paire de Jordan et tout, alors que moi, je connaissais rien, je savais pas ce que c'était les Jordan à l'époque. Et je me suis retrouvé à traîner chez lui les mercredis après-midi. On allait dans sa chambre, il avait tous les posters d'Allen Iverson, de Kobe Bryant, etc., de Michael Jordan. Et voilà, c'est lui qui m'a communiqué sa passion. Je suis tombé là-dedans et puis j'ai commencé à jouer au basket. Et puis j'ai commencé à m'intéresser à ce pays de fous que sont les États-Unis. Et puis je suis tombé dedans, quoi. Voilà, je suis tombé amoureux de tout, de la culture, de la langue, de la bouffe, de l'histoire, de la passion du sport, d'un peu tout, quoi. Et quelle était ton équipe de cœur quand tu as grandi? Quand je grandis, je découvre l'amour de la NBA petit à petit. Le truc, c'est que je découvre la NBA avec trois mecs, trois joueurs en particulier qui me font aimer ça. C'est Kobe, c'est Shaq et c'est Allen Iverson. Donc, de cœur, je suis un peu plus Lakers déjà parce que j'aime Kobe et Shaq. Donc, voilà, ça me donne envie de les suivre. Et comme plus tard dans ma vie et dans ma carrière, j'ai eu l'occasion d'aller vivre 3 ans à Los Angeles pour le taf, et de les couvrir au quotidien, voilà, ça a conquis tu vois, la passion était au top, quoi. Donc Ouais. voilà, j'ai un truc en plus pour les Lakers, moi. Euh, Comme beaucoup de gens, j'ai envie de dire. Quand on voit ici à la télé, etc. Moi, j'habite aux États-Unis. Les Lakers, c'est vraiment à 90% de ce que les gens parlent sur ESPN, etc. Donc, ça montre que même outre-Atlantique, les Lakers sont une aura ou un aura, je suis même pas sûr, particulier. Une, une Une aura. aura, une aura particulière alors. Merci beaucoup. Dans le livre, justement, toi, tu nous emmènes, justement, comme j'ai dit, à la découverte des villes américaines et tu as eu l'occasion d'avoir de nombreux témoignages avec des personnalités vraiment prestigieuses. Tu as eu Pau Gasol, Sean Kemp, Isaiah Thomas, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu as une interview qui t'a particulièrement marqué ou ému et pourquoi? Alors j'en ai eu plein. Le truc c'est que je voulais, comme je raconte chaque ville des États-Unis, je voulais pour chaque ville avoir entre guillemets un guide, tu vois, une personnalité qui est vécue sur place, qui me raconte un peu sa ville. Et donc à chaque ville, j'ai trouvé un mec comme ça qui me raconte sa ville. Pau Gasol, comme tu l'as cité par exemple, il me raconte Memphis ou voilà Sean Kemp. Alors Sean Kemp c'est un peu différent. Je l'ai pris pour Oklahoma City pour parler de la relation avec Seattle en fait. Après, j'en ai eu plein d'interviews qui sont hyper touchantes. Il y a les évidentes tu vois, des Nico Batum qui me racontent Portland, des Rudy Gobert qui me racontent Salt Lake, tout ça, c'est assez Mhm. évident. Mais j'ai fait des rencontres un peu cool.
J'ai par exemple réussi à avoir Sam Smith, le journaliste historique de Chicago de Michael Jordan, qui me raconte Chicago, tu vois, où elle est pas très connue en France, mais moi, c'est une légende. Il faut savoir que c'est une putain de légende du journalisme. J'ai réussi pour Boston à avoir une nana qui s'appelle Jackie McMullan, qui a couvert pendant 40 ans de sa vie pour Sports Illustrated puis ESPN la ville de Boston et ses équipes de sport. Et tiens, d'ailleurs, c'est marrant parce qu'elle vient juste de prendre sa retraite là, il y a un mois ou deux. Là. Mais voilà, c'est une nana en or qui est hyper renommée là-bas. Donc voilà, j'ai eu des discussions comme ça avec des gens vraiment, vraiment cool. Je me permets de te demander parce que moi, j'ai habité dans l'Oregon et j'adore Seattle et je suis un grand amateur de Shawn Kemp. Comment est-ce qu'il est en personne? Est-ce qu'il a le même caractère rentre dedans ou pas du tout en vérité? Eh ben, pas du tout. Avec moi, il a été incroyablement cool, incroyablement laid back, tu vois, en mode il se marrait avec moi, petite blagounette, tu vois, je lui dis alors c'est quoi ta relation avec Oklahoma City? Il me dit who? Comme ça, tu vois, genre il savait, tu vois, il voulait même pas rentrer dedans tellement il était hardcore Seattle. Et non, il a été vraiment cool. Mec, tu vois, très posé en tout cas. Ouais, je sais qu'il a ouvert un magasin de cannabis à Washington. Je crois que c'est C'est ça. sa reconversion. Ouais, c'est ça. Il a fait presque fortune là-dedans. Ça marche hyper bien. Apparemment, c'est l'un des plus gros dispensaires du pays, de ce que j'ai entendu. Ah bah écoute, super. Moi, comme j'ai dit, j'habitais dans l'Oregon, donc niveau dispensaire, il y en a un à chaque coin de rue. Si certains auditeurs sont intéressés, c'est légal là-bas. Je me suis dit que pour avoir une conversation, ce serait sympa de faire un petit quiz et après on pourra discuter des réponses et ça me permettra de voir si si tu arrives justement à trouver les réponses. Je suis certain que tu en seras capable. La première question, c'est est-ce que tu sais quelle est la ville américaine qui a obtenu le plus de succès sportif dans les 4 ligues majeures combinées, c'est-à-dire foot américain, baseball, basketball, hockey sur glace? Oh, je pense que je prends pas trop de risques en disant Boston. Ouais, exactement, c'est Boston et c'est vraiment très très loin juste parce qu'il y a des titres au Ouais. hockey, il y a des titres au Partout. basket. Est-ce que toi tu as une histoire Au particulière? baseball, partout, les Patriots et tout. Il C'est la ça. surnomme Title Town d'ailleurs, Boston. Donc clairement, il y a pas trop de doute là-dessus. C'est vraiment très très loin des autres en plus. Est-ce que tu as une affinité particulière avec Boston, toi? Alors moi, j'aime beaucoup la ville de Boston. Alors je sais que pour un fan des Lakers, je suis censé être anti-Boston parce que c'est comme dire que j'aime l'OM et le PSG, ça n'aurait pas de sens. Mais moi, j'ai eu la chance d'aller à Boston déjà plusieurs fois pour le boulot. Et j'ai notamment un souvenir en 2011 où je me retrouve là-bas à interviewer un Shaquille O'Neal en fin de carrière qui jouait au Celtics cette année-là. Et donc, j'ai enfin pu rencontrer en 2011 et interviewer ma légende qui était Shaquille O'Neal, qui était donc au Celtics cette année-là. Et c'était pendant l'hiver. Boston était tout enneigé. J'ai découvert une ville magnifique, hyper culturelle, avec des gens passionnés de sport. Et j'ai beaucoup aimé Boston, ouais. C'est comment il était chaque en fin de carrière. Il était gros, je sais, mais ce qui Ça, était il a sympa. toujours été un peu gros. Il a toujours été un peu gros. Et ben écoute, le truc, c'est que moi, quand je l'ai vu, il était blessé. Il s'était fait mal au pied. Il avait le pied dans une énorme botte, là, tu sais, je sais plus ce qu'il s'était fait, une blessure au pied. Ouais. Et il tirait un peu la gueule. Il était un peu de mauvaise humeur, tu vois. Je pense qu'il était un peu saoulé de ce qui lui arrivait. Et donc, j'ai eu un Shaq un peu de mauvaise humeur, un peu grognon. Donc, j'ai pas eu le meilleur Shaq, je pense. Mais c'est pas grave. J'ai eu ma demi-heure d'interview avec lui et j'étais Tu as heureux. eu un Shaq quand même. Je pense que la plupart des gens préféreront un Shaq très grognon qu'un pas de Shaq du tout, quoi. C'est déjà une. Oui, on est d'accord là-dessus. Tu as eu la chance de rencontrer beaucoup de joueurs. Moi, je m'en souviens, je t'avais regardé quand je crois que j'étais au lycée. Tu me dis si je me trompe, mais je m'en souviens que tu avais présenté dans la salle, enfin dans l'arène des finales 2014. Est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est le cas? Ah oui, oui, les finales NBA de 2011, à part les finales 2012, de 2011 jusqu'au Covid, j'étais dans les salles à chaque fois. Ouais. Ouais, je m'en souviens, j'étais à 3 heures du matin dans mon lit en train de regarder. Et justement, dans tous ces matchs que tu as vus, que tu as eu la chance de voir en personne dans les salles, ce qui est vraiment incroyable, est-ce que tu en as un en particulier qui te ressort et qui te marquera à tout jamais? Ouais, le match que je ressors dans ces cas-là en général, c'est les finales NBA 2010. Mes premières sur place, oui d'ailleurs je te dis 2011 tout à l'heure, mais c'est 2010, mes premières finales NBA sur place. Boston Lakers, match 7 au Staples Center et victoire à l'arraché des Lakers d'un Kobe qui passe pourtant au travers de son match et c'est le dernier titre de Kobe. Ouais. Et je vis ça dans la salle, quel âge j'ai 24 ans. C'est mes premières finales NBA sur place. Je découvre des Lakers qui battent les Celtics en 7 matchs dans un feu incroyable. Los Angeles qui est retourné ce soir-là par les fans des Lakers. Et j'ai l'impression de vivre un rêve éveillé, quoi. Et celui-là, je m'en souviendrai toujours.
Ouais, c'est marrant parce que quand on parle des finales, on parle souvent plus de celle de 2007, donc du titre, non, 2008, 2007 ou 2008, du titre des Celtics, c'est la saison 2008, les 2007-2008. Celtics. Voilà, Mm. 2007-2008. Et on oublie un peu de parler des finales 2010, qui en vérité étaient beaucoup plus intéressantes sur les parquets. Et c'est le dernier titre de Kobe. Je me permets une deuxième question, un peu plus compliquée celle-là. Est-ce que tu Vas-y. sais quelle est la ville américaine la plus peuplée qui ne possède aucune franchise des 4 ligues majeures, comme les sports que j'ai dit auparavant? Ça, c'est une bonne question, ça. Laisse-moi réfléchir vite fait. La ville la plus peuplée sans avoir une franchise dans un sport majeur. Donc il n'y a ni une équipe de NFL, ni de MLB, Euh, ni de NHL, ni de NBA. Donne-moi un petit indice, là, géographique. Est-ce que c'est est, ouest, sud, nord? C'est sud. Plutôt sud. Euh, putain, c'est une bonne question, ça. Je sais pas, donne-moi l'état au moins. Si je te donne l'état, ça va être trop facile. Disons que c'est. Ah, Alors au début, quand j'ai regardé, moi je pensais que c'était San Diego, mais en vérité non, ils ont les Padres au baseball. ah oui, dans le baseball, ouais. Ils avaient aussi les Chargers qui sont partis. Bon, et là, je vais te le dire, mais je pense que ça va être facile pour toi maintenant. C'est au Texas. Austin? Exactement, ouais. Ouais. Parce que c'est là où j'habite et c'est vrai que c'est pourquoi il n'y a pas de franchise Alors, parce que tu sais, il y a San Antonio, il y a la Houston, fac. etc. Il y a la fac Oui, puis il y aussi. a, il y a les Longhorns, qui est quand même la plus grosse fac du pays, quoi. Et c'est des genres de très gros programmes qui gagnent des dizaines de millions, des centaines de millions et qui boycotteraient pour avoir une équipe professionnelle. Ah, Est-ce que clairement. tu as une affinité particulière avec le Texas? Oui. Raconte-nous. Ah bah oui, oui, moi j'adore le Texas. Parmi mes meilleurs souvenirs professionnels, j'ai les finales NBA 2011 entre Dallas et Miami. On a passé beaucoup de temps à Dallas quand Dallas et Dirk Nowitzki sont champions NBA. C'était avec Canal+ à l'époque. Et j'ai découvert un État qui est à l'opposé du cliché qu'on en a en France. C'est en France, on a l'impression que le Texas, c'est que des beaufs qui votent républicains, qui tirent aux armes à feu, qui portent des Il y en a chapeaux de aussi. cow-boy, tu Il y vois. en a aussi Alors, certains. il y en a, et puis ça reste un État républicain, et oui, il y a la peine de mort au Texas, et tout ça, c'est vrai. Mais j'ai découvert d'autres choses au-delà de ça, moi. J'ai découvert des gens cool. À Mhm. Dallas, par exemple, j'ai trouvé des gens hyper gentils, ouverts, qui disent bonjour le matin dans la rue et tout, alors que tu les connais pas. Des gens très sympas, quand je leur disais que j'étais français, qui étaient hyper agréables avec moi à chaque fois et tout. Puis j'ai découvert un État qui est beau, c'est-à-dire que la nature dans le Texas, c'est magnifique. Aller se balader dans l'arrière-pays texan, je trouve ça génial. La bouffe est ouf. Si vous aimez la viande, le Texas, c'est le paradis. Mhm. Il fait beau, il fait chaud. Enfin, moi vraiment, j'ai beaucoup aimé le Texas. Ouais, c'est vrai que c'est un État. J'ai envie de dire, c'est un État que peut-être que toi tu t'en es rendu compte de France. Les gens croient souvent que le Texas c'est genre un peu comme l'Arizona, le désert et puis c'est tout. Mais en fait, c'est un État qui est plus grand que la France. Donc tu vois, toutes les régions sont différentes. Et puis comme tu l'as dit, tu sais, aux États-Unis, on dit qu'il y a l'hospitalité du Sud. Et c'est vrai que les gens sont vraiment plus gentils qu'on le croit par rapport à New York, etc. Est-ce que toi, tu as déjà eu l'occasion d'aller à San Antonio, je suis certain. Tu as déjà eu l'occasion de venir à Austin un jour? Alors non, Austin, ça manque à mon palmarès et j'aimerais bien le faire un jour. J'ai fait quoi au Texas? J'ai fait donc Dallas, j'ai fait San Antonio plein de fois pour les finales, Tony Parker et tout. J'ai fait Houston aussi plusieurs fois. Je me suis baladé jusqu'au golfe du Mexique, là vers Corpus Christi et tout ça. Mhm. Mais non, non, j'ai jamais fait Austin. Non. Bah écoute, la prochaine fois que tu vois, faut que tu me contactes et je t'inviterai à Je- aller boire une, je- une je- bière. J'ai un Avec grand canapé si tu veux plaisir. pour toi. Magnifique, je prends note. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que quand je suis parti voir un match des Spurs il y a à peu près un an, et ça m'a un peu choqué de voir que l'enceinte des Spurs est vraiment un peu jetée au milieu de nulle part, qu'on dirait un très grand hangar, tu vois, comparé aux autres arènes qui sont logiquement au centre-ville. Je sais pas si si ça t'a marqué. Ah Et bah oui, justement, est-ce, oui. que- est-ce que tu as une salle en particulier, pas forcément pour un match, ou juste l'ambiance, juste la salle en elle-même t'a fait vibrer? Alors, il y en a plein, il y en a plein. J'ai adoré Portland, j'ai adoré ce qui était à l'époque le Rose Garden, qui est le Moda Center maintenant. Mhm, Enfin, c'est la même salle, mais qui a changé de nom. J'ai adoré cette ambiance-là parce que c'est une ville où, alors maintenant ils ont le Timber là en MLS, mais à l'époque ils avaient que la NBA à Portland, ils avaient rien d'autre comme sport pro. Et du coup, ils étaient dingue, dingue, dingue de leurs Blazers. Et ça, c'était stylé, j'adorais. Qu'est-ce que j'ai aimé San Antonio en finale NBA, c'était le feu. L'Oracle Arena des Warriors en finale NBA, c'était le feu. Cleveland en finale NBA, c'était le feu. Qu'est-ce que j'ai bien aimé d'autre comme salle? Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Vraiment, moi, le souvenir basket le plus fort, c'est Portland, je pense. c'est marrant parce que j'allais te poser une question après, ben, je vais pas te la poser parce qu'il y a une question un peu moins catholique. J'allais demander quelle est la ville américaine qui compte le plus de strip clubs par capita, et c'est Portland.
C'est Portland. Ah, Et putain. c'est Portland, Non, ouais. je sais pas pourquoi j'aurais mis un petit billet sur Houston, mais bon, ok. Par capita, il y en a sûrement beaucoup plus à Houston, mais Portland, c'est l'une des villes les moins religieuses enfin, des États-Unis. On s'en rend compte, c'est très progressiste. Enfin, t'es déjà allé, donc t'y es déjà allé, donc tu Qu'est-ce qu'on connais. bouffe bien à Portland en plus? On bouffe bien partout aux États-Unis. C'est On peut le. bien bouffer partout, c'est vrai. Les gens le savent pas, ça. On a tendance à croire qu'aux States, on bouffe mal et tout. Alors, c'est facile de mal bouffer aux States, mais on peut très bien bouffer aux States. Ouais. Ouais, enfin, je sais par expérience que c'est facile de mal bouffer, donc il faut aussi faire attention à sa ligne. Et je me permets une dernière question. Alors là, tu peux me répondre ou tu peux pas me répondre, mais avec les joueurs, tous les joueurs dont tu as eu la chance de rencontrer, est-ce que tu as eu disons, une mauvaise expérience ou un joueur que son caractère vraiment ne dénotait par rapport à ce que tu pensais qu'il était? Euh, Écoute, on me demande souvent ça. Non. Après, j'ai eu un milliard d'expériences où les joueurs, parfois, tu vois, étaient de mauvaise humeur ou ils sortaient d'un mauvais match. Ou, tu sais, après, les joueurs, c'est des mecs qui répondent aux médias constamment. Il y a des fois, ça les saoule, je comprends. Et donc, j'ai eu des expériences comme ça, mais je pense pas que je sois tombé sur des mauvais mecs, vraiment. J'ai le souvenir d'une fois avec JJ Redick où il avait pas été cool avec moi, par exemple, tu vois. Mais derrière, je l'ai écouté dans tellement d'autres situations qu'il me semble être un bon mec, donc j'ai pas envie de lui tomber dessus. Non, non, vraiment, sincèrement, j'ai pas trop de mauvaises expériences. Ok, une dernière question justement par rapport à ton livre où donc tu racontes toutes les villes américaines à l'intérieur du livre justement avec l'histoire. Pour nos auditeurs qui nous écoutent, si tu devrais conseiller, disons, 3 villes américaines à visiter et en même temps à aller voir un match, lesquelles ça serait? Alors, si vous avez jamais mis les pieds aux États-Unis, les basiques, c'est New York, c'est Miami et c'est LA. Mais bon, ça, c'est très basique, tu vois. Après, si votre but, c'est de vous faire kiffer, si vous êtes dingue de basket et de vous faire kiffer niveau basket, quand vous allez à New York, prenez 2 jours et prenez le bus. Là, vous poussez jusqu'à Boston, à 4 heures de route au nord de New York. C'est hyper cool. Ça vaut le coup d'aller se faire un match là-bas. Et si vous voulez vraiment être chaud niveau basket, absolument, et ben vous allez vous faire un trip vers Portland. Hein. Ouais, là c'est l'autre côté du pays, c'est un peu je crois quoi, 30 heures de route, mais, mais ça vaut le coup. On se rend pas compte tout le temps à quel point les États-Unis sont très grands. Des fois, il y Ah, a, si vous voulez aller à Portland depuis New York, prenez l'avion, hein, y allez pas en voiture. Hein. c'est ça, des fois, moi, ma mère, elle me dit, ah, mais pourquoi tu conduis pas à Los Angeles? Je lui dis, est-ce que toi, tu conduirais à Kiev depuis Paris, tu vois? On se rend pas compte comment c'est grand. Ouais, Écoute, écoute. Rémi, je te remercie pour le temps que tu nous as accordé. Avec plaisir, c'était un plaisir de discuter basket. Ouais, et je conseille Toujours. vraiment aux éditeurs, justement, le livre Road Trip NBA, un super cadeau de Noël pour les passionnés. Ce qui est bien, c'est que ça marche pour les passionnés de basket et pour ceux qui veulent juste découvrir la culture américaine. Je te remercie et puis je te dis à bientôt sur Beansport, du coup. Eh ben ça marche, à bientôt, bon courage à toi mec. Salut à tous, on est de retour et je parle au pluriel parce que cette fois-ci je suis de retour justement avec mon acolyte Évrard. Salut Évrard, Salut Arthur, salut à tous. comment ça se passe au Mexique? Des news? Tout va bien et depuis dimanche dernier, la moitié de Guadalajara est en fête parce que Atlas a enfin gagné un titre de champion 70 ans après leur dernier titre. Donc on parle de football, c'est le club de Rafa Marquez pour ceux qui connaissent ce joueur qui a joué à Monaco et à Barcelone. Les amateurs de foot mexicains seront ravis et puis les amateurs de basket sont aussi ravis ces derniers temps. Enfin ces derniers jours, même ces derniers jours parce que cette dernière journée, excusez-moi, parce que Stephen Curry vient d'écrire l'histoire hier. Alors pour être honnête, au début on avait un autre sujet qu'on voulait aborder dans ce podcast. Et puis quand Stephen Curry, il a vraiment... Là tout le monde parle de lui, moi aux États-Unis, dans tous les médias sportifs, il n'y a que son nom partout. C'est une espèce de ferveur, une ode, un hommage collectif pour Stephen Curry. Et puis on s'est dit finalement que ce serait intéressant de parler non seulement de lui, et d'ailleurs je vous réserve, c'est un petit spoiler, une petite surprise parce que je suis en train de travailler sur un épisode sur lui. Et puis en même temps de parler justement des autres joueurs à 3 points, sa place, enfin des autres joueurs spécialistes du tir à 3 points, sa place en NBA et comment on peut placer Stephen Curry parce que c'est vraiment un joueur atypique qui a révolutionné le jeu. Donc c'est difficile de parler des joueurs avant lui parce qu'il n'y avait aucun mec n'a pris autant de tirs à 3 points et métamorphosé
autant la NBA, le jeu qui se joue en NBA. Donc on sait que Stephen Curry, il est devenu, pour ceux qui n'ont pas entendu la grande nouvelle, le meilleur marqueur à 3 points en carrière. Donc on veut dire par 3 points inscrits, parce qu'on savait que c'était le meilleur en termes de tir pur. Il a dépassé Reggie Miller, qui en avait 25 060, Ray Allen qui en avait 2060, Ray Allen qui en avait 2973, et donc Stephen Curry, il en a 2975 et plus. Donc il est officiellement le meilleur marqueur à 3 points en carrière de l'histoire, et puis c'est un peu toute la récompense. On sait que Stephen Curry, et vous allez le voir, je vais en parler dans un épisode sur lequel je suis en train de travailler, même si son père jouait en NBA, et d'ailleurs je me permets une petite aparté parce que j'aime faire le lien entre le passé et le présent. Est-ce que tu avais vu jouer Dell Curry donc Dell Curry, c'est le papa de Steph, en direct? Est-ce que tu as un souvenir particulier sur lui? Ouais, Dell Curry il a fait une bonne partie de sa carrière aux Hornets. Il était considéré au début de l'histoire des Hornets comme le meilleur joueur de l'histoire des Hornets. Et c'était un shooter pur. Mais voilà, c'était pas un génie en défense, c'était pas un génie en attaque. Disons qu'il fallait qu'il se démarre pour prendre son shoot. C'est un joueur efficace, un bon joueur de NBA, mais il sera pas Hall of Fame. Mais il a très bien formé son fils, clairement. D'ailleurs, il reste surtout connu pour ce sujet. Il reste surtout connu justement parce qu'en vérité il a le même nom que son fils, Wardell Stephen Curry, et donc Stephen Curry, qu'on appelle Stephen pour différencier du père, s'appelle aussi Wardell Stephen Curry. Et on voit, il y a des images, d'ailleurs c'est un peu fou de voir ce genre d'images pour des légendes du basket quand Stephen Curry a même pas 1 an et il y a déjà son père qui lui dit, vous le verrez d'ailleurs dans ma prochaine vidéo, qui lui dit prends la balle et va tirer. Je me permets aussi, je sais que ça on s'éloigne un tout petit peu, mais c'est quelque chose qui m'intéresse et qui intéressera je pense des gens. On sait que les Charlotte Hornets, donc de Dell Curry des années 90, c'est pas une équipe qui a gagné quoi que ce soit, mais avec Muggsy Bogues, le plus petit joueur de l'histoire, Larry Grandmama Johnson, un frigo qui a l'un des surnoms les plus funky de l'histoire, oui. The Morning, etc. Est-ce que tu as un attachement particulier à cette équipe? J'ai l'impression que tout le monde qui suivait la NBA dans les années 90 aimait les Hornets parce que c'était justement une nouvelle stratégie marketing avec beaucoup de produits dérivés, même des gens qui ne connaissaient pas la NBA en France ou en Europe. En France aussi, c'est ta génération, parce que je parlais une fois avec un mec d'à peu près 35-40 ans, il m'a dit dans les années 90, on avait tous les Hornets, des fois plus que les Knicks par exemple. Comment t'expliques ça toi? Le marketing, les Raptors et les Hornets avaient vraiment des produits dérivés cool, quoi, classe, beaucoup plus funky que les autres équipes. Et même s'ils étaient pas favoris au titre, ils faisaient régulièrement les playoffs. Les Raptors faisaient même pas les playoffs. Et pourtant leur logo, leur nouveauté, le progrès qu'ils ont apporté en termes de communication et encore une fois en produits dérivés, fait que les Raptors et les Hornets avaient une certaine fanbase dans d'autres pays, alors que c'est Charlotte. Il y a beaucoup qui pouvaient même pas placer la ville sur une carte. Et d'ailleurs, quand j'ai lu un article aujourd'hui, vraiment, où David Stern, qui est donc le grand parrain de la NBA, il avait dit quand on m'a proposé l'idée de Charlotte, j'étais même pas sûr dans quel état c'était. Alors est-ce que c'était ironique quand il disait ça, parce que ça m'étonnerait que même un mec aussi intelligent ne savait pas. Alors aujourd'hui, c'est l'une des villes qui avec la plus grande expansion des États-Unis, mais en 1988. En 85, ils ont donné la franchise. En 88, elle s'est installée. Ça paraissait totalement incongru par rapport aux autres marchés qui n'avaient pas encore de franchise comme Miami. Et à cette époque, pour la petite anecdote, Charlotte a été choisie parce qu'ils venaient de construire la plus grande enceinte de la NBA avec 25 000 places. Je ne sais pas s'ils sont dans la même aujourd'hui. On va revenir donc à notre sujet du jour. Donc le fils de Wardell Stephen Curry, qui s'appelle donc Wardell Stephen Curry II, qui... il a une carrière vraiment très atypique et on s'en rend pas vraiment compte. Il y a une espèce d'oubli collectif du début de sa carrière. Donc on sait qu'il a pas eu d'offre pour rejoindre des universités prestigieuses. Alors lui, il voulait rejoindre l'université de son père qui était Virginia Tech, si je ne m'abuse. Corrigez-moi si c'est le cas. Et ils lui ont dit non, tu peux nous rejoindre, mais tu vas devoir payer tes études. Ce qui est un affront parce que les plus grands prospects du pays, ils ont une offre d'études.
Finalement, il a rejoint Davidson, qui est une petite fac en Caroline du Nord, à côté de Charlotte d'ailleurs. Et puis finalement, il a réussi à se faire drafter, mais il y avait quand même un torrent de critiques, pas de critiques, mais de doutes, disons, sur lui, parce que c'est un joueur frêle, pas très athlétique. Et au début de sa carrière, il a beaucoup été rongé. Au début de sa carrière, il a beaucoup été rongé par les blessures aux chevilles, à tel point que beaucoup disaient bon bah on peut pas écrire une histoire à succès avec lui. Et tu vois, comme je suis en train de bosser sur un épisode sur Curry en ce moment, il y a quelque chose que je me suis rendu compte que je sais pas si c'est moi qui ne le, pas dire qui ne le savais pas, mais qui n'avait pas réalisé. C'est qu'en vérité, les Warriors de 1978 à maintenant, à 2012-2013, bah, c'était pas terrible du tout. Il y a vraiment, il y a quelques saisons à succès plus ou moins avec le Run DMC dans les années 80-90, mais en vérité, ça va jamais plus loin que des demi-finales et chaque fois ils se sont fait battre 4-1 par les Lakers, 4-1 par les Suns, 4-1 par les Lakers. Donc ça a jamais vraiment allé très loin. Est-ce que tu as un souvenir particulier, toi, des Warriors dans les années 80-90 ? Juste le run TMC, parce que c'est un T, pas un D. Le D, c'est le groupe de musique, et le T, c'est Tim Hardaway. Ok, donc, désolé, je disais TMC. D'un côté, souvent, on prononce le T comme un D en anglais. Oui, donc, c'était le jeu de mots, du coup. Exactement. Ouais. Et donc, Tim Hardaway, Mitch Richmond et Chris Mullin. Et ouais, c'était... Bon, et Weber aussi. C'était une équipe hyper sympa à avoir joué, très offensive, mais bon, les fondamentaux défensifs étaient jamais là, et en playoff, t'en as besoin. Donc, effectivement, ils se faisaient toujours jeter. Mais tout le monde aimait bien les Warriors. Personne ne détestait les Warriors, mais il n'y avait pas vraiment d'objectif champion, quoi. Parce que est-ce que tu savais, toi, si je te l'aurais dit avant que je te le dise, que de 95 à 2006, pendant 10 ans, les Warriors n'avaient rien fait. C'est-à-dire que vraiment, on a une décennie, et même avant, bon, il y a la saison We Believe qui est bien sympa, même si en vérité, c'est pas aller plus loin que des demi-finales de conférence. Mais c'est vraiment saison dans les abysses après saison dans les abysses, quoi. Oui. Et ça, c'est quelque chose que j'avais pas réalisé, quoi. Il gagnait 30 matchs par saison, et ouais. Il n'y avait pas vraiment d'équipe, il n'y avait pas vraiment de collectif. Il y a eu quelques bons joueurs qui sont passés, Baron Davis ou Joe Smith, mais qui étaient pas vraiment pas suffisants pour une franchise, surtout d'un tel marché. Surtout. D'ailleurs, je me permets un petit quiz. On va tester tes connaissances, j'en ai aucune idée. Okay. Est-ce que tu peux me citer un joueur des Warriors entre 95 et disons 2002, 2003 à peu près? Baron Davis, non? Il était à ce moment-là. Alors, il est arrivé quand, lui? Je me disais qu'il était plutôt arrivé en 2005. Il est arrivé en 2005. Tu vois, moi, je t'avais dit jusqu'à 2003. Ok. Joe Smith, allez. Ok, bah t'en connais un. Donc, les amateurs des Warriors. D'ailleurs, s'il y a des amateurs des Warriors depuis de très longue date, je suis vraiment intéressé de savoir parce qu'ils ont tellement gagné récemment qu'on les voit un peu comme une franchise, comme... je sais pas, les Spurs ou les Lakers qui ont beaucoup de saisons. Mais en vérité, à part à partir du titre en 1975 jusqu'à l'arrivée de Stephen Curry, c'est pas terrible. Et puis là, il y a Stephen Curry qui arrive en 2009, il est drafté. C'est la draft de 2009. Ses premières saisons sont un peu rongées par les blessures, donc on se demande jusqu'à où ça va aller. Et puis c'est finalement l'arrivée de Klay Thompson, couplé avec Draymond Green, le coach Mark Jackson qui commence à faire une petite recette sympa. Et puis Steve Kerr qui arrive, et là ça explose. Est-ce que tu te souviens, toi, de Stephen Curry avant la fameuse saison 2014-2015 qui est celle de son explosion? Oui, pour une raison simple, en 2012-2013, j'étais en Australie et j'avais un collègue de bureau qui était fan de NBA, donc on parlait beaucoup de NBA ensemble. Et lui m'avait annoncé l'arrivée fracassante de Stephen Curry dans les saisons à venir. Et j'étais sceptique, je pense que beaucoup de gens l'étaient à l'époque, parce qu'effectivement on voyait bien qu'il avait un shoot pur, on voyait bien qu'il y avait du potentiel, mais il était, comme tu disais, il était petit et frêle, il était très fort techniquement, mais on pensait pas qu'il allait devenir le MVP de la ligue, sauf... le collègue qui s'appelait Tan, qui devait être le seul au monde à l'avoir annoncé. Et donc, je me rappelle m'être intéressé à Curry. S'il nous écoute.
Ouais. On le salue. Donc je m'étais intéressé à Curry à l'époque et j'aime son shoot. Je suis fan de Reggie Miller et beaucoup disent que le shoot de Reggie est pas esthétique, mais le shoot de Reggie est dû au fait qu'il s'entraîne avec sa sœur et qu'il a toujours été obligé de développer un shoot bizarre pour éviter de se faire contrer, puisque pour ceux qui savent pas, sa sœur est probablement la meilleure joueuse de basket de l'histoire du basket féminin. Et ouais. Curry a un shoot un peu comme son père, mais en plus pur. Et à l'époque, donc quand je m'étais intéressé à Curry, j'avais vu ça. Mais effectivement, j'aurais pas pensé qu'il allait devenir celui qu'il est aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai une petite info après une question. Le père de Stephen Curry, donc Wardell Curry, Dale Curry, il a dit dernièrement qu'il avait vu LaVar Ball, le père de Lonzo Ball, avec une casquette qui disait « I knew it », je le savais, soi-disant je savais que mon fils allait être une star. Et il disait « si moi j'avais une casquette à l'époque, ça aurait été, je n'avais aucune idée ». C'est-à-dire qu'on se disait « bon, peut-être qu'il va faire une carrière », mais jamais que ça aurait été l'un des plus grands joueurs et sans aucun doute le plus grand tireur, shooter de tous les temps. Mais tu vois, ce qui m'intéresse, c'est que Ray Allen, je l'ai vu jouer, plus vers la fin de sa carrière. Beaucoup de gens l'ont certainement vu jouer. Reggie Miller, c'est plus difficile. Et quand on imagine Reggie Miller dans notre tête, la première chose qu'on pense, c'est le tir à 3 points. Mais on sait que dans les années 90, donc là où Reggie Miller a connu l'essentiel de sa carrière, de son prime, le tir à 3 points était moins utilisé. Et du coup, la question que j'aimerais bien te poser, c'est il prenait pas autant de volume que Stephen Curry, mais étant donné qu'il fait partie des plus grands tireurs à 3 points, c'est un peu le père spirituel de Stephen Curry. Comment est-ce que tu pourrais comparer les deux en termes de leur shoot ? Est-ce qu'ils les prenaient dans les mêmes conditions ? Est-ce qu'ils en prenaient moins ? Pas dans la mécanique de tir, ça tu l'as expliqué, mais dans les instants lors des matchs. C'est intéressant parce que hier, donc, j'ai vu une interview conjointe de Ray Allen et de Reggie Miller. Et Ray Allen dit qu'il avait travaillé en regardant Reggie, et Reggie a dit qu'il avait travaillé en regardant Larry Bird. Et Larry Bird pouvait créer son shoot arrêté en fait. Il pouvait être dos au panier, se retourner, faire une sorte de fade-away à la Nowitzki et shooter. Reggie Miller est probablement le meilleur shooter de la NBA en sortie d'écran, c'est-à-dire qu'il récupérait la balle, souvent de Mark Jackson, et il shootait dans la lignée sans aucune fioriture. Ray Allen ensuite avait plutôt tendance à prendre un rebond avant de shooter. Et Steph Curry peut faire les trois en fait. Steph Curry est la synthèse de Bird. Il peut avoir 3 défenseurs sur lui et lancer un shoot qui va rentrer, comme Bird pouvait le faire. Il peut sortir d'écran, recevoir une balle de Draymond Green ou de Clay quand Clay joue, de Jordan Poole désormais, et shooter sans rebond. Et il peut faire du Ray Allen, shooter avec un rebond. Et la spécialité de Reggie, c'était vraiment de bouger sans cesse, ce que Curry fait. Si on observe les deux, Reggie était jamais à l'arrêt, et Curry, quand il n'a pas le ballon, il est jamais à l'arrêt. Il est toujours en train de bouger. Son jeu sans ballon est incroyable. Ouais. Oui, après, ce sont des systèmes. Hein. Le coach, il fait beaucoup, et ce sont des systèmes d'écran pour justement démarquer Reggie à l'époque et Curry désormais. Et Curry aussi, comme Ray Allen et comme Larry Bird, en fait, ces 4-là sont incroyables parce que ce sont des joueurs clutch. Il y a des joueurs qui vont rentrer tout leur panier jusqu'au 4e quart-temps, et au 4e, qui vont commencer à Alors c'est marrant parce que des mains. J'ai lu un truc un peu différent aujourd'hui sur un forum, et qui disait que cette saison, Stephen Curry était le joueur le moins clutch. C'est-à-dire que quand il prend des tirs dans les 2 dernières minutes, c'est ceux qui rentrent le moins. Et c'est vrai que... Et d'ailleurs, j'avais lu une question, donc je vais te poser sur les réseaux sociaux ou je sais plus quoi. S'il reste 10 secondes dans un match, tu peux donner la dernière balle du match. Est-ce que tu la donnes à Stephen Curry ? Est-ce que tu la donnes à Reggie Miller ou est-ce que tu la donnes à Ray Allen ? Si tu rajoutes Damian Lillard, je prendrais peut-être Damian Lillard parce que pour l'avoir vu souvent jouer, il a au Mexique, une énorme paire de cojones, et lui, il est vraiment clutch, tu vois. Ce qui est moins le cas de Stephen Curry. Du coup, tu la donnerais à qui la balle, toi ? Reggie, honnêtement. Il a peur de rien. Ce qui est incroyable avec Reggie, quand Reggie jouait, une belle allitération, à part peut-être l'année où il y avait Jalen Rose et peut-être une année où il y avait Chris Smalling qui avait 75 ans, on savait
pour le shoot clutch que ça allait dans les mains de Reggie et que Reggie allait shooter. Curry a eu Clay. Cette année, probablement, il en rate plus parce que, ou l'année dernière, mais l'année dernière, il n'a pas eu une bonne saison, mais cette année, parce que c'est plus facile de défendre quand tu sais qu'il y a un seul joueur qui va récupérer le ballon. Que s'il y a Clay et Curry sur le terrain, c'est beaucoup plus difficile à contrer. Donc, je la donnerai à Reggie parce que Reggie a toujours porté ses attributs et a toujours tenté le shoot et l'a très souvent réussi. On connaît sa carrière. Entre Reggie et Lillard. Entre Reggie et Lillard. Il reste 10 secondes, t'as une dernière balle, tu peux la donner dans les mains de quelqu'un. Je fais Lillard fait la passe et Reggie shoot. Ok. Parce que c'est très important. Je sais pas comment on dit en français, inbound passer, celui qui fait la remise en jeu. Qui remet en jeu, ouais. Il faut jamais oublier cet aspect-là d'une attaque placée. Mais c'est vrai que comme on oublie souvent que par rapport à ça aussi, j'adore regarder, moi je conseille aux gens, regardez Stephen Curry tirer, on le sait, il tire, il marque, c'est très beau à voir. Mais comme c'est l'une des plus grandes armes offensives de la NBA, évidemment qu'il a toujours des défenseurs sur lui, un ou deux. Donc il faut apprendre à se démarquer. Et il a ce style de jeu que j'adore voir, c'est une magnifique chorégraphie où il fait semblant de ne pas être intéressé par la balle. Il se laisse un peu oublier, comme ça le défenseur dort, et puis d'un coup il cut, et là il prend la balle et il tire, tu vois. Et comme ça a l'air débile, mais on s'en rend pas compte, mais en vérité il sait vraiment endormir, hypnotiser son défenseur pour après attraper la balle. Pour finir, une dernière question par rapport au parallèle entre les trois joueurs, Miller, Ray Allen, Curry. Ray Allen est un petit peu différent parce qu'on l'oublie un petit peu, mais c'était un joueur qui était plus athlétique, qui savait dunker. Oui. Stephen Curry et Reggie Miller, c'est deux joueurs qui... Est-ce que pour toi, c'est une coïncidence que physiquement, ils se ressemblent, 1m90, maigrelet, c'est pas des monstres athlétiques? Est-ce que pour toi, c'est une coïncidence ou c'est justement ça qui leur a permis d'être des tireurs d'exception? Honnêtement, je ne sais pas. Parce que, comme tu disais, Curry a souvent cité Reggie comme exemple. Est-ce que c'est par anthropomorphisme parce qu'il se reconnaissait dans le physique improbable de Reggie Miller, beaucoup trop fin, avec les genoux rentrés, etc. Et Curry a dit, si lui peut réussir, je peux réussir. Peut-être il y a une analogie à faire là-dessus. Et d'ailleurs, si Miller avait plus dunké, il serait jamais fait contrer par Tayshaun Prince. Donc, effectivement. Et Bird, c'est un peu pareil. Il avait un physique plus imposant, mais athlétiquement, c'était pas Giannis. Et il y a une familiarité là. Et même Pete Maravich, si on peut remonter au précurseur, on va dire, des shooters de ce genre, avait pas un physique extraordinaire. Aussi, c'est peut-être, je me dis que des joueurs qui en grandissant se sont dit si je vais dans la raquette, je vais me faire défoncer parce que je suis maigrelet et en face de moi il y a des armoires à glace. Donc il faut que je me développe, que je sache m'éloigner, que je sois plus difficile à défendre et que je puisse tirer. Enfin tout ça en tout cas c'est des hypothèses parce qu'on parle vraiment de trois légendes du tir. Oui. Et regardez aussi la vitesse d'exécution, c'est assez extraordinaire. On retrouve ça aussi dans d'autres sports, pour les buteurs au football par exemple, ou probablement les meilleurs batteurs en baseball. Ils vont juste plus vite. Et c'est incroyable. Parce que ça, je pense, c'est inné. Tu peux le travailler pendant des années. La vitesse d'exécution du tir, elle est là, quoi. Tu l'as aussi. C'est des centaines d'heures de travail, quoi. On sent que ça, je sais pas, parce qu'il y a des joueurs NBA qui font probablement autant d'heures que Steph Curry, qui arriveront jamais à sortir cette balle, mais en dixième de seconde. Ils vont trop vite. Au final, ils se font pas beaucoup contrer, quoi. Voilà, je crois que c'est un petit peu le tour sur Stephen Curry. En tout cas, je lui dis merci pour son incroyable carrière. S'il nous écoute en ce moment, salut Steph. Merci pour toute ta carrière. Et puis, elle n'est pas finie. Moi, je pense, pour finir ce chapitre, ce passage, je pense que son record sera dépassé. Et pourquoi je dis ça ? Parce qu'on sait que Stephen Curry, il a joué 3 ans à l'université. Il a eu des saisons ralenties par les blessures. Il a peu joué de la saison il y a 2 ans. En réalité, il a raté beaucoup de matchs. Il est arrivé plutôt tard en NBA. Et là, on arrive aujourd'hui à une époque où les tirs à 3 points pleuvent de plus en plus chaque saison. On sait que la NBA va être ouverte aux lycéens bientôt. Donc il suffit qu'il y ait un sniper qui arrive en NBA à 18 ans,
qui prend 30 tirs à 3 points par match. Évidemment, c'est une image. Et en espace de 10-15 ans que son record sera rattrapé. Mais tous les records sont faits pour être battus. Toi aussi, tu penses que son record sera dépassé un jour dans les 20 prochaines années, disons? Bah, vu que Charles Barkley a dit qu'il ne sera jamais battu, c'est que probablement il le sera, effectivement. Ouais, je pense. En tout cas, merci à Stephen Curry. Stephen Curry qui est dans la course au MVP, bien évidemment, étant donné que les Warriors sont premiers et que lui fait une saison super. Et puis aussi dans cette course au MVP, on a un autre joueur, cette fois-ci qui vient de l'autre côté de l'Atlantique. Un joueur grec qui s'appelle Giannis Antetokounmpo. Alors lui, ça fait plusieurs saisons qu'on se dit, bon ben là il est à son prime, mais on se demande quand est-ce que son prime arrive. Et là, justement, on voulait parler, comme on aime dans ce podcast, faire un parallèle entre le passé et le présent. Se dire d'abord où est-ce qu'on place Giannis Antetokounmpo dans la liste des plus grands joueurs de tous les temps. Et aussi se dire, est-ce que Giannis Antetokounmpo est déjà le plus grand joueur européen de tous les temps? On va être honnête. Alors tu sais quoi, on va le faire comme ça. On va prendre la liste qu'on dit des plus grands joueurs de tous les temps et un peu cocher des cases. Donc je te pose la question, tu me dis oui ou non ou peut-être. Est-ce que Giannis Antetokounmpo aujourd'hui est dans un classement, c'est toujours subjectif, au-dessus de Pau Gasol? Oui. Ok. Est-ce qu'il est au-dessus, on parle que des Européens, hein, pas des autres continents. Est-ce qu'il est au-dessus de Tony Parker? Oui. Et est-ce qu'il est au-dessus de Dirk Nowitzki? Dirk Nowitzki, ça se jouera dans les prochaines années, je pense. On va les mettre au même niveau en ce moment, je pense, parce qu'ils ont tous les deux un titre. Et en préparant l'épisode, je me suis rappelé que Giannis avait que 27 ans. Dirk a duré 20 ans en NBA, ce qui est remarquable. Giannis Antetokounmpo, pour l'instant, est sur la route, sur les traces de Dirk. Peut-être, c'est difficile à comparer, leurs styles sont tellement différents. Ils jouent au même poste, mais c'est deux joueurs totalement différents. Quoi. Exactement. Giannis est bien meilleur défenseur, évidemment, beaucoup moins bon à 3 points, beaucoup moins clutch, mais il est entouré de joueurs comme Middleton ou Holiday qui peuvent prendre ces shoots-là, ou même Brook Lopez qui peuvent prendre ces shoots-là. Mais il est beaucoup plus complet que Nowitzki. Pour l'instant, je les mettrai au même niveau, mais s'il continue à ce rythme-là, parce qu'encore une fois, il a que 27 ans, c'est incroyable, et s'il continue à ce rythme-là dans les 8-10 prochaines saisons, il dépassera Nowitzki, d'autant plus que Giannis est grec, et que la Grèce a toujours une bonne équipe de basket, l'Allemagne n'en a jamais eu, et avec la Grèce, Giannis pourrait gagner peut-être un championnat d'Europe ou faire des choses plus intéressantes que l'Allemagne en championnat d'Europe. Ça lui ajouterait un petit bonus en plus. Exactement. Mais c'est vrai que là, on se rend compte qu'à 27 ans, il est déjà plus très loin de Dirk Nowitzki. Évidemment, Dirk Nowitzki, on a plus de recul sur les All-Stars, sur la longévité, donc on le mettrait quand même au-dessus avec un petit pourcentage. Mais là, je rappelle pour les gens qui ne le savent pas, Giannis Antetokounmpo, 27 ans, 2m11, un titre de champion NBA, un titre de MVP des finales, 2 fois MVP, 5 fois All-Star, une fois Defensive Player of the Year, donc le meilleur joueur défenseur de l'année. Bref, il est déjà dans la liste des 75 plus grands joueurs de tous les temps. Là, on arrive à un moment où son armoire à trophées, elle est gigantesque. Et c'est pas fini, il lui reste peut-être encore... Alors c'est vrai que lui, il a un style de jeu qui va peut-être... Je pense pas que c'est le style de jeu qui va se bonifier avec l'âge comme Stephen Curry qui peut lui durer jusqu'à 57 ans, puisque lui il joue surtout sur ses qualités athlétiques. Mais il a bien encore 3, 4, 5 ans au très très gros niveau. Et là, il peut encore ajouter des titres à l'appel. Et puis il y a aussi un autre joueur européen qui ça va être un peu plus difficile. Je pense parce que c'est une question de collectif, mais il y a aussi Nikola Jokic. Comment, ça c'est une bonne question, donc j'avais pas pensé. Est-ce que toi tu crois que tu peux comparer Giannis Antetokounmpo avec un autre joueur européen du passé, et est-ce que tu crois que tu peux faire un parallèle avec Jokic avec un autre joueur, ou c'est vraiment deux joueurs uniques selon toi? Giannis avec un européen du passé. Bonne question. Donc c'est difficile parce qu'il vient de parents nigériens aussi, donc nigérien, je me trompe toujours entre les deux. Nigérian du Nigeria, pas du Niger. Du Nigeria, ok, oui. Nigérian. Donc on sait que c'est pas les mêmes génétiques évidemment qu'un mec qui vient de Serbie. Et pas les mêmes styles, pas les mêmes apprentissages. C'est ça. Non, Giannis, je pense qu'il est unique dans l'histoire. Peut-être pour sa versatilité et son comment ça s'appelle, son style de jeu et son style défensif, Andrei Kirilenko.
Ouais, peut-être. Alors, je pense pas qu'ils ont la même taille, le même poids par contre. Non, peut-être Giannis est plus costaud, mais en taille, ça doit être à peu près la même chose. Mais Giannis est plus costaud. Mais sinon, c'est des bons passeurs, bons rebondeurs, bons contreurs, bons défenseurs. Kirilenko était meilleur à 3 points, Giannis est plus athlétique. Mais peut-être, disons que c'est un bon mix, Giannis, on va dire, entre Kirilenko pour le côté européen et, je sais pas, LeBron, Kawhi, KD pour le côté afro-américain. Afro-européen dans ce cas-là. Ouais, ce que j'adore avec Giannis, c'est que c'est un joueur où il a des défauts, comme à peu près tous les joueurs, mais on sent que l'un de ses points forts, et on n'en parle pas souvent, c'est son mental. Et c'est un mec qui peut rater 10 lancers francs à la suite, et il va pas perdre ses moyens au penser, il va après te claquer un dunk énorme sur ta tête, tu vois. C'est un mec, on sent qu'il est toujours là pour faire des dégâts. Et puis aussi Nikola Jokic qui peut-être fera plus ou moins il pourra monter dans ce classement, imaginons s'il gagne un titre, pourquoi pas. Et puis étant donné qu'on parle de joueurs européens, je sais que toi tu as une affinité particulière pour Nikola Jokic. Oui. Je te fais plaisir, je t'offre une petite minute pour nous parler de lui. Jokic, tu me demandais s'il pouvait être comparé. Jokic, ce serait un mix parfait entre Divac et Sabonis, je pense. Il a le meilleur des deux en fait. Et lui, il n'a que 26 ans, ce qui est incroyable aussi, parce qu'on dirait qu'il en a 45. Mais il est encore plus jeune que Giannis. C'est fou qu'il a 26 ans, tu me le dis maintenant, je me dis que... Ouais. Il est déjà MVP, et cette année, statistiquement, Jokic fait la meilleure saison de l'histoire moderne de la NBA. Il a les stats, en stats avancées, déjà en stats pures, il est monstrueux, il a 27 points, 14 rebonds, 7 passes, un truc comme ça. Mais en stats avancées, donc pour ceux qui aiment ça, vous pouvez aller voir sur Basketball Référence ou sur le site de NBA.com. En PER, il est à 34.4. Il est meilleur de l'NBA en offense. Il est meilleur de l'NBA en défense. On parle de Nikola Jokic. En défense cette année, en stats avancées, c'est le meilleur de l'NBA. En box plus-minus, le deuxième, c'est Giannis. Cette année en NBA, il est à 9.7, ce qui est une performance remarquable. Jokic est à 14.6. C'est vous dire la saison de marteau-pilon qu'il est en train de faire. Et malheureusement, pour le moment, il est seul. Murray est blessé, on le sait. Ce qui fait qu'il fait vraiment tout à Denver, quoi. Denver, c'est Jokic et le reste du monde. Et il arrive à maintenir son équipe 8 ou 9e de conférence. Ils sont à la 8e, je dirais que j'ai le classement d'ailleurs devant moi. Ils sont 7e, mais ils sont à un match du 8. Okay. Et ils sont vraiment à 2 matchs du 10. Donc est-ce que tu sais quand revient Murray ? Non, plusieurs mois encore. Mais tu vois, par rapport à ça, je me demande si Nikola Jokic, plus on va, plus c'est pas ce type de joueur qui était très bon, mais trop esselé. Même avec Murray, il y a quand même un degré d'écart avec les Warriors ou même les Suns, ou même les Bucks maintenant, des équipes qui sont bien mieux, avec plus d'expérience. Ça sera difficile pour eux, bien sûr, pas impossible de gagner un titre. Mais j'ai peur que Jokic, ce soit le genre de joueur dont on parle dans le futur et on se dit, ah oui, je m'en souviens, c'était un Européen qui était bon. Mais comme il n'a jamais rien gagné, ou ne serait-ce qu'aller en finale, bah on le sous-estime un peu, alors que, si je peux me permettre, quel putain de joueur c'est, quoi. Ouais. C'est vraiment incroyable. Et lui, avec son style de jeu, il peut encore durer une dizaine d'années. Donc espérons qu'il ait une bague à la fin de sa carrière. Et si c'est le cas, on en parlera aussi dans les top 3, top 5 des meilleurs Européens de tous les temps. Et arrive un petit gars de 22 ans derrière, c'est Luka Doncic. Ouais. Je crois que Giannis veut quitter Milwaukee. Est-ce que tu penses que Giannis il veut pas quitter. Pardon. Il a dit qu'il n'était pas contre un joueur quitter parce qu'il a besoin d'un nouveau challenge. Ce qu'on peut comprendre parce qu'il a déjà gagné son titre avec son équipe de toujours. Et puis il y a un moment où même gagner un autre titre, tu as besoin de quelque chose d'autre. Tu as besoin d'un autre public, une autre atmosphère, peut-être plus d'histoire. Et pour répondre à ta question, c'est vrai que là tu mets un Giannis et un... Ouais, dis-moi. C'est plus facile d'attirer Giannis dans une autre franchise pour qu'il joue avec un grand joueur qu'attirer un grand joueur à Milwaukee pour qu'il joue avec Giannis. Ah, évidemment que Doncic, il ira pas à Milwaukee. Et d'ailleurs, bon, d'un côté, je suis certain que si jamais disons qu'il fait le forcing pour partir, ce qui arrivera pas, c'est pas son genre. Non. Mais ils en tireront de toute façon un incroyable butin. Mais... Tu vois la différence, tu parlais de Doncic, et j'avais lu ça quelque part, je sais pas si toi tu serais d'accord, quelqu'un qui avait parlé justement, je me souviens plus quel article, quel journaliste,
de la différence entre être un bon passeur et être un bon créateur de jeu. Et c'est pas la même chose. Non. Un mec comme Jokic, c'est un bon créateur de jeu. Il va te faire des grosses passes, mais tu sens qu'il y a un jeu qui gravite autour de lui. Alors que Luka Doncic, on s'en rend compte que des fois c'est un très bon passeur, des alley-oops, etc. Mais comme il monopolise beaucoup la balle, c'est assez difficile parfois, et ça c'est quelque chose qu'on s'en rend compte visuellement, surtout avec des joueurs comme Porzingis qui soufflent le chaud et le froid. C'est assez difficile de construire autour de lui parce que je sais que c'est un très bon passeur, mais je suis pas certain que ce soit un excellent créateur de jeu. Tout dépend. Je pense que tout dépend de ses coéquipiers, honnêtement. Pour l'instant, c'est pas terrible, on va pas se mentir. Pour le moment, ouais, il a jamais partagé le gâteau avec un autre grand joueur. Le jour où ça arrivera, je pense Doncic sera probablement plus, comment dire, encore meilleur, je dirais, parce que il partagera le ballon et il pourra se délester de responsabilités en attaque et il sera encore plus Parfois, il efficace. faut apprendre aussi. C'est un peu comme Michael Jordan au début il voulait pas passer, tu sais. Au début Michael Jordan il voulait pas passer. Au Kobe, tu sais est-ce que c'est Michael Jordan ou est-ce que c'est Kobe ou est-ce que c'est les deux parce que Kobe c'est un peu la copie de Michael Jordan. Tu sais, il lui avait dit la fameuse il y a pas de tu sais dans Win avec team. C'est-à-dire qu'il fallait que on gagne pas sans équipe et Kobe ou Michael Jordan du coup je m'en souviens plus avait dit oui mais il y a un I dans Win donc c'est-à-dire que c'est moi. Mais je pense que Luka Doncic c'est le genre de prodige qu'il va lui falloir un petit moment s'il n'y arrive pas dès maintenant pour se dire qu'il y a un jeu qui doit être adapté. Et cette saison-là, en plus de ça, bon, comme on l'a dit la semaine dernière, il a des kilos en trop, etc. On sent pas forcément une progression folle par rapport à Giannis. On sent qu'il est déjà incroyable, qu'il est toujours incroyable, mais est-ce qu'il est assez incroyable pour mener son équipe au plus haut? On verra. En tout cas, ces trois joueurs, c'est des joueurs européens qui sont incroyables. Et d'ailleurs, je crois, comme je l'avais dit dans l'épisode précédent, on a quand même le MVP en titre, Jokic, c'est un Européen, le meilleur jeune du monde, à part si quelqu'un veut me contredire, Luka Doncic, un Européen, et puis l'un des meilleurs joueurs ces dernières saisons, champion en titre, Giannis Antetokounmpo, un Européen. Donc les Américains, le meilleur défenseur des 3 dernières années, c'est Rudy Gobert, c'est un Européen. En plus, et un Français, donc pas n'importe quel Européen. Et on va voir ce que va faire Indiana, on en a parlé la semaine dernière, mais Domantas Sabonis, alors je sais pas, il a dû naître aux États-Unis parce que son père joue aux États-Unis, mais il est lituanien et il fait une saison exceptionnelle et ce sera un renfort, s'il quitte Indiana, ce sera un renfort excellent. Pourquoi pas Dallas? J'ai envie que Dallas aille mieux pour Luka Doncic et pour Porzingis se barre enfin, ou dans n'importe quelle autre équipe. Vraiment, Sabonis est en pleine progression. Est-ce que toi, je me connais pas très bien en Europe de l'Est, mais est-ce que Sabonis c'est les pays baltiques, c'est ça, les deux? Je confonds souvent avec l'ex-Yougoslavie. Les deux sont lituaniens. Ouais. Okay. Ouais. Je sais qu'il y a la Lettonie, la Lituanie, donc des fois c'est pas facile. Non, il me semble les deux sont lituaniens. Ok, bon encore une fois, s'il y a quelqu'un qui veut nous contredire, d'ailleurs je l'ai pas dit en début d'épisode, mais les discussions qu'on a aujourd'hui, elles sont improvisées, on donne beaucoup d'équipes, beaucoup d'époques, beaucoup de stats, donc c'est très possible qu'il y ait des coquilles qui se glissent de temps en temps. Mentionnez-les en commentaire et c'est le but justement de l'espace commentaire de pouvoir commenter et parler en communauté. Donc pour finir cet épisode du podcast, pour les gens qui ne sont pas habitués, on aime bien finir avec ce que j'appelle la présentation du joueur méconnu de la semaine. C'est chaque semaine, quand on fait justement ce podcast ensemble, que tu nous racontes rapidement un joueur vraiment méconnu, hein, pas un joueur sous-estimé, un joueur que la plupart des gens ne connaissent pas et qui mériterait pourtant qu'on regarde ses highlights sur YouTube. Je te laisse la parole. Alors cette semaine, on va parler d'un joueur qui était dans le top 25 des 25 ans de la NBA, dans le top 50 des 50 ans de la NBA, dans le top 75 des 75 ans de la NBA, mais que je pense que je ne connaissais pas quand j'ai vu la liste du top 75, que probablement très peu de gens connaissaient, puisque c'est une idole, c'est un très grand joueur des années 50, qui s'appelle Paul Arizin en français, Arizin je pense en anglais. Tu connais pas Paul Arizin? Non. Je le connais pas. D'accord. Non, je le connaissais, mais enfin je le connaissais. Je peux pas dire toutes ses stats, mais je le connaissais Et d'ailleurs, je me demande s'il a pas des origines françaises, lui. Tu vois, j'aimerais bien vérifier. Arizin, c'est possible. Arizin, ouais, tu vois, ses deux parents étaient français. Bah voilà. Donc le meilleur joueur français de tous les temps. On va l'appeler Arizin alors, faire honneur à ses origines. Oui, Paul Arizin. Et je pense que oui, la plupart des auditeurs
quand ils ont vu le top, par ordre alphabétique, ils ont eu troisième nom, Paul Arizin. Ils ont dû se dire qui est ce jeune homme. Donc c'était un small forward des années 50 qui faisait 1m93, 91 kg. Donc aujourd'hui, ce sera un petit meneur NBA. Et à l'époque, c'était un numéro 3. Il a joué 10 ans NBA, il a fait 10 All-Star Games. Il a joué que 10 ans parce qu'il a dû se taper 2 ans de service militaire, comme beaucoup d'Américains à l'époque. Il a seulement un titre parce que les Lakers trustaient les titres de l'époque avec George Mikan. Et en carrière, oui, il a 23 points, 9 rebonds, 2 passes, à 42% au shoot, ce qui semble faible aujourd'hui, mais ce qui à l'époque était très bon parce que la NBA des années 50-60, le pourcentage au shoot était pas très bon parce qu'on prenait beaucoup de shoot, premièrement. Il y avait les possessions étaient très courtes et c'est pour ça qu'il y avait aussi énormément de rebonds, qu'il y avait des joueurs à 25 rebonds par saison parce qu'il y avait plus de shoot ratés et il y avait moins d'entraînement parce que les déplacements entre les villes étaient beaucoup plus longs. Et il jouait avec les Philadelphia Warriors parce que les Warriors étaient à Philadelphia avant d'aller à San Francisco. Donc il a joué un temps avec Will Chamberlain au début de sa carrière. Et quand les Warriors ont déménagé à San Francisco en 62, il n'a pas voulu quitter Philadelphie, qui est sa ville natale, la ville où il est né. Et il est resté, il a pris sa retraite de la NBA. Mais voilà, c'est un joueur, bon, il n'y a pas beaucoup d'images sur lui, effectivement. C'est difficile de le jauger par rapport aux joueurs d'aujourd'hui, comme je disais, à cause de sa taille. Mais c'est un joueur très important de l'histoire de la NBA puisqu'il est dans le top 25, top 50, top 75 et il est malheureusement décédé en 2006 et j'espère pour lui qu'il est mort. Il est mort de rire en voyant la série la plus drôle de tous les temps qui s'appelle It's Always Sunny in Philadelphia, que je recommande vraiment à tous. Si vous aimez l'humour noir, allez-y. Je connais cette série, c'est une série très drôle, et c'est une série que personnellement, alors, on s'éloigne totalement du sujet, c'est un peu inégal. Il y a des épisodes qui sont super et des épisodes qui sont pas terribles. Mais bref, si vous connaissez pas, c'est pas très connu en France. Mais il y a 15 saisons, ouais. Oui. En tout cas, c'est vrai que ça va être difficile de regarder des highlights de Paul Arizin, tiens, on va l'appeler en français Arizin. Mais si vous voulez vous faire des diaporamas chez vous, allez-y et faites-vous plaisir. En tout cas, c'est vrai que c'est toujours difficile de parler des joueurs avant les années 80 et encore plus quand on va dans les années 50, il y a tellement peu d'images sur eux. Oui. Mais il faut quand même rendre hommage à ces joueurs qui, malgré tout, ont écrit l'histoire, même si on ne peut pas les voir. Donc pour finir cet épisode, la traditionnelle rubrique de fin d'épisode, c'est des questions. Je rappelle que si vous avez des questions que vous voulez nous poser, il suffit de nous envoyer ça sur Instagram en message vocal. Et puis on prendra plaisir à y répondre. Donc je joue la première question. Salut les gars, est-ce que vous pourriez nous donner votre avis sur comment Dallas devrait construire autour de Doncic et quel avenir vous donnez à cette équipe à court et à moyen terme? Parce que honnêtement je suis un peu fan de cette franchise et je m'inquiète pour la suite. Et du coup on en a un petit peu parlé dans l'épisode avant. L'avenir de Dallas c'est un peu compliqué parce que ça fait plusieurs saisons qu'on se dit ça va être les prochains contenders au titre. Mais il manque toujours quelque chose qui les fait évoluer. Et comme on l'a dit avant, le problème, je sais pas si le problème ça va être juste être une histoire d'effectifs qu'il faut mettre autour de Doncic, ou alors il faut aussi que Doncic change un petit peu son jeu, s'adapte un peu mieux. Je pense que c'est 50-50. On en a déjà parlé avant, donc je pense qu'on a bien répondu à la question. D'ailleurs, il faut pas que j'oublie de dire son nom. La question de notre ami Jules. Est-ce que tu as quelque chose d'autre que tu aimerais communiquer à notre cher Jules? Merci Jules pour la question. Juste une chose, je pense que Dallas a eu la bonne idée de prendre Jason Kidd comme coach. Top 5, top 3, ça dépend des gens, des meneurs de tous les temps qui va pouvoir apporter à Doncic. Et il faut des renforts, il faut au moins un gros renfort et peut-être un autre renfort qui pourrait aider Doncic en défense. Finney-Smith c'est pas mal, mais peut-être un peu plus de profondeur de banc. Et c'est possible parce que Dallas, les Mavs, je pense, c'est une franchise dans laquelle tu as envie de jouer. Tu as envie de jouer avec Doncic. Mark Cuban est hyper impliqué dans sa franchise. Et je pense que c'est un bon argument de vente pour faire venir de bons joueurs. Je pense plus qu'il faut qu'ils attendent maintenant. Là, c'est bon, ils ont eu les saisons où on n'avait plus aucune attente pour eux. C'était allez, faites-vous plaisir. Maintenant, il faut au moins arriver en finale de conférence, voire en finale tout court. Sinon, on va arriver à un moment où tout ce qui sera moins que ça sera une régression. Allez, je joue la deuxième question. Salut les NBA Stories.
Je voulais savoir où vous placiez Karim Abdul-Jabbar dans la course des GOAT. Je trouve qu'on oublie un peu trop quand même ses lignes de stats, ses records. Et voilà, je voulais connaître votre opinion là-dessus, s'il était devant Jordan, s'il était devant LeBron, derrière tout ça, voilà. Alors, je remercie Valentin pour sa question, qui a apparemment été enregistrée dans Space Mountain. Et c'est vrai que c'est une très bonne question parce que autant il y a des joueurs dont Moses Malone, c'est vrai que le commun des mortels ne le connaît pas. Karim Abdul-Jabbar, de par ses actions hors des parquets pour les causes anti-racistes, c'est un nom qui est connu, et puis je le visage juste avec les goggles, etc. Autant par rapport à son palmarès, par rapport à son palmarès collectif, individuel, son impact sur le jeu, ça serait pas totalement déconnant de se dire c'est le plus grand joueur de tous les temps. Il y a un côté manque de charisme qui fait peut-être qu'on le met plus bas, et il y a aussi le côté que les plus belles saisons de sa carrière c'est à Los Angeles, et la tête d'affiche des Lakers des années 80 c'était évidemment Magic Johnson. Alors c'est difficile pour moi de Karim Abdul-Jabbar de dire est-ce qu'il est sous-estimé ou surestimé. Moi je mettrais des joueurs personnellement comme Michael Jordan, LeBron James devant, je pense toi aussi, et si c'est ton cas, pourquoi? Karim Abdul-Jabbar, on parlait d'humour, allez revoir Y a-t-il un pilote dans l'avion? Et effectivement, il est dans la discussion pour le GOAT, et pour Isaiah Thomas, c'est d'ailleurs le GOAT, Karim Abdul-Jabbar. Ils ont souvent joué l'un contre l'autre. Donc, et Isaiah Thomas connaît. Je sais que c'est un personnage controversé, mais il connaît très bien le basket. Donc, c'est difficile de comparer les époques et les postes. Mais il est définitivement dans les 5 plus grands joueurs de tous les temps. Disons ceux qui ont le plus impacté le basket, avec par époque, on va dire, Russell Chamberlain, Karim, Jordan, LeBron, quelque chose comme ça. Mais oui, peut-être qu'il mériterait d'être plus mentionné quand on parle de GOAT, mais il est mentionné pour d'autres causes, comme tu disais, qui sont tout aussi remarquables, donc ça ne me dérange pas. Le GOAT n'est pas une discussion on va dire les GOAT. Le GOAT n'est pas une discussion. C'est ça, de toute façon, c'est tout le temps subjectif, hein, on va pas se mentir. Si quelqu'un regarde le basket dans les années 80 ou 70, il peut dire moi mon GOAT c'est Karim Abdul-Jabbar. Je rappelle pour les gens qui ne le savent pas, Karim Abdul-Jabbar, je vais pas lire tous ses highlights de sa carrière parce que sinon on va dormir à 7h du matin. 6 fois champion NBA, donc 1 en 71 à Milwaukee, 2 fois MVP des finales, 6 fois MVP tout court, 19 fois All-Star. Il a 38 000 points en carrière, ce qui fait de lui le meilleur scoreur de l'histoire. Et 17 000 rebonds. En tout, ses statistiques en NBA total, c'est à peu près 25 points de moyenne, 11 rebonds et 3 passes. Donc c'est vrai que quand on voit tout ça, on peut se dire pourquoi c'est pas le meilleur devant du coup Michael Jordan. Je pense que franchement, c'est une question d'époque et de charisme. Tu vois, je vais te dire un truc. Quand tu demandes aux gens qui connaissent un minimum la NBA, une action de Michael Jordan, il y a the shot face à Cleveland, il y a le dernier tir, il y a le concours de dunk face à Dominique Wilkins. Et quand tu demandes à des gens de citer une action à part si tu connais vraiment le basket, certains skyhooks qui sont mémorables, c'est un peu plus difficile à citer, tu vois. Et tous les fans de Détroit vont te citer la faute inexistante. La faute. De l'NBA. Why Me, tu connais le Sports Illustrated Why Always Me de Bill Laimbeer. Ça, c'est sa réputation qui lui a joué des mauvais tours. Je joue l'NBA qui voulait que les Lakers gagnent aussi. Sûrement aussi, comme c'est souvent le cas. Je joue la dernière question. Qui est favori dans la conférence Est? On a les Bulls et les Heat qui sont en train de faire une grande saison, mais qui sont pas premiers. Donc est-ce que c'est les Nets qui sont favoris ou les Bulls et les Heat qui sont en train de faire une très grosse saison? Écoute, pour moi, ce que je dirais par rapport à cette question, c'est que la conférence Est cette année, on a beaucoup d'équipes d'expérience qui sont là pour jouer le titre. Ils s'en foutent un peu de la saison régulière. Que ce soit les Nets, les Bucks, le Heat, même les Sixers maintenant. Joel Embiid, il est plus tout jeune. Ça, c'est des équipes, ça fait des années qui se battent pour le titre. Maintenant, c'est leur seul objectif. Tout ce qui sera moins que ça sera une défaite. Donc si la question c'est qui est favori pour gagner la conférence en saison régulière, donc qui finit à la première place, pour moi, comme je l'ai dit, il y a plusieurs équipes comme les Nets qui ça leur dérangerait pas de finir 2 ou 3e. Donc je dirais quand même les Nets.
mais ça peut très bien être les Bulls ou les Cavaliers qui sont... Enfin, les Cavaliers peut-être pas, les Bulls, qui sait. Maintenant, si on dit qui est favori à la conférence Est pour gagner le titre final, en fait, ça va dépendre pour moi du niveau de James Harden, parce que si Kevin Durant il continue à jouer comme ça, faire un one-man show tout seul, ça risque d'être un peu compliqué. Et j'aurais cru d'ailleurs que j'aurais dit les Nets, mais je dirais peut-être les Bucks au final pour aller en finale. Donc je te pose 2 questions pour répondre à la question de notre ami, je sais pas, Pipiche. Alors on n'aura que son surnom, ce sera notre ami Pipiche. Qui est-ce que tu crois va finir à la première place de la conférence Est en saison régulière, et quel sera le belligérant de l'Est en finale NBA? Il y a peu de chances que ce soit le cas, mais si c'est le Pipiche que je connais, salut Pipiche. Merci pour ta question. Pour y répondre, en effet, la saison régulière, les bonnes équipes la gèrent en fait. Les équipes un peu jeunes, un peu fofolles vont toujours vouloir jouer le titre. Jouer le titre de saison régulière. Et les équipes un peu expérimentées comme les Nets, les Bucks, les Heat et aussi les Bulls qui ont l'air vraiment de bien fonctionner, ça a pris très vite et c'est une bonne surprise. Et ça fait plaisir de voir que cet amalgame intelligent de bons joueurs fonctionne. Donc ce sera une de ces 4-là, je pense. Et pour le titre, les Bucks par expérience sont favoris, et les Nets dépendront beaucoup de la vaccination de Kyrie, je pense. Je sais pas si ça se fera un jour. Les Bulls, malheureusement, leur première saison, ce serait compliqué d'arriver en finale NBA. S'ils gardent le même roster l'année prochaine, il faudra compter avec les Bulls. Et le Heat fera de bons playoffs, mais n'ira pas en finale, je pense. Disons que le seul avantage que je donnerais au Heat, c'est qu'ils ont beaucoup d'expérience avec Kyle Lowry, avec Jimmy Butler. Kyle Lowry a l'expérience d'un titre notamment, donc c'est ce qui peut faire que peut-être en playoff ils peuvent trouver les ressources dans les vestiaires quand ils perdent un match à la mi-temps et faire surprise sur surprise et après arriver en finale NBA. C'est ce que je leur donnerais, ce point-là, que d'autres équipes n'ont pas. Certes, mais en comparaison aux Bucks, il me semble que ça manque un peu de talent. Ça manque de talent et ça manque de continuité. On sent que c'est vraiment un rouleau compresseur, quoi. C'est un peu 2 victoires, 1 défaite, 2 victoires, 1 défaite. Mais ça m'étonnerait pas non plus qu'ils puissent créer la surprise. En tout cas, je te remercie pour ce 4e numéro déjà du podcast NBA Stories. C'était un plaisir. Merci à tous nos auditeurs. Et puis du coup, on se dit à la semaine prochaine. Salut!